Très bien, très bien. Michel Chamy, qui est neurologue et spécialiste des accidents vasculaires cérébraux. Et dans la présentation qu'il donne du programme de l'école d'été, il dit que l'histoire et la philosophie sont des outils pour mieux comprendre ce que font les médecins et comment fonctionne la médecine. Mais je crois que ce qu'on va voir, c'est que les humanités ne sont pas seulement un outil ou un instrument, on va dire, qui serait remplaçable éventuellement par un autre, mais aussi peut-être le lieu dans lequel s'élabore la pensée médicale. La manière dont on communique avec nos patients, dont on pratique la médecine est vraiment déterminée par notre situation historique, temporelle et géographique. L'éducation, la pédagogie, la formation médicale vraiment se concerne plutôt sur les aspects scientifiques qui sont très importants. On doit comprendre l'anatomie, la biologie, la physiologie, etc. Mais ce qu'on fait de jour à jour dans la clinique, c'est d'interagir avec nos patients qu'on doit comprendre et écouter. Et ce sont des attributs qu'on gagne en étudiant la littérature. Put your last slide first, because who knows what happens, you might not get there, but at least your students will have the takeaway points. Et on a considéré l'effet historique de Jean-Martin Charcot, alors son influence sur le fait qu'on lit les détails des expériences de nos patients qui nous aident vraiment à arriver à nos diagnostics. What made his accomplishments so successful? It was a particular approach that he used called la méthode clinico-anatomique. Et en neurologie, ça doit être encore plus crucial que peut-être dans d'autres Oui, absolument. domaines. C'est le domaine humain qui est notre sujet, de vraiment comprendre la manière dont le cerveau reçoit, interprète tous les signaux de notre environnement. Et c'est vraiment une grande catégorie de symptômes et d'effets qu'on interroge comme neurologue. Tu as dit quelque chose de très important pour les étudiants, et c'est un héritage de Charcot. Il faut prendre du temps pour écouter un patient et pour l'examiner. Précisément. Alors que le système de santé, en France, mais je pense qu'à Ottawa c'est pareil, et à Shanghai aussi, fait qu'on demande aux médecins et aux étudiants d'aller très vite, de faire des observations qui sont maintenant des observations stéréotypées, type, où il faut remplir des cases. Alors que le principe de Charcot, de la médecine narrative, c'est de prendre le temps d'écouter le patient et d'écouter son histoire, parce que c'est justement dans les interstices d'incertitude où on va apprendre des choses nouvelles. Mais je suis complètement d'accord. C'est certainement la réalité à Ottawa aussi, au Canada, aux États-Unis. Particulièrement, par exemple, dans la médecine family medicine, la médecine primaire, dans la salle d'urgence, où il y a toujours des pressions temporelles. On peut aussi se demander pourquoi. Pourquoi existe cette pression? Et je pense que c'est le système monétaire, financier qui crée la pression. C'est à cause de voir le plus grand nombre de patients aussi rapidement possible pour recevoir le plus grand paiement à la fin du mois ou à la fin de l'année. Alors c'est clairement quelque chose qu'on pourrait changer. C'est presque une fois. Ce qui est intéressant, par exemple, sur l'écrit et la littérature, les points de vue, les représentations qui sont véhiculées par les écrits. C'est des choses qu'on n'aborde pas du tout en fac de médecine, au moins en France. Au Canada, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus ouverts sur ce genre de sujet, mais nous, c'est vraiment des choses qu'il faut aller chercher par notre propre curiosité. Et je trouve que c'est très intéressant. Il nous a fait la remarque, typiquement, que nos observations étaient lues par d'autres personnes. Et quand on écrit le charabia médical, est-ce que ça vaut le coup de mettre une abréviation pour gagner 2 minutes ou 2 secondes? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le temps pour quand le patient va lire sa fiche de split pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe, de se mettre un peu dans la peau des autres personnes qui vont lire
des autres soignants et aussi peut-être des patients qui vont lire leur fiche d'hospice. Parce que c'est vrai que des fois aux urgences, ils repartent avec des fiches des comptes rendus d'hospitalisation qui, je pense, sont extrêmement obscurs pour eux. Comment est-ce qu'on fait pour vulgariser sans infantiliser un patient, c'est-à-dire expliquer en conservant une posture d'égalité finalement et de ne pas retomber dans le paternalisme qui était plus commun à l'époque, on va dire. Et ouais, c'est super intéressant que le patient quand même comprenne finalement son diagnostic parce que c'est lui qui connaît l'histoire de sa maladie. Oui. Et justement, le lexique médical est très utile aux médecins pour se comprendre entre eux, mais c'est important aussi d'avoir des médias, par exemple les textes qu'on a lus, qui ont différents registres, différentes techniques, et puis ça permet à plus de gens d'embarquer lorsque le vocabulaire utilisé est plus accessible. Lui, il ressemble plus à un artiste. On a analysé 3 types de sources pour voir 3 différentes perspectives d'un même événement. Donc la 3e pandémie de peste qui est survenue à la fin du 19e siècle, dont le foyer d'éclosion principal est en Asie et plus particulièrement à Hong Kong. Et là, on a vu un texte d'historien, un article médical écrit par une femme médecin de l'époque qui était sur le terrain en train de soigner des gens qui avaient contracté la peste, puis aussi un extrait d'un roman historique pour avoir un accès un peu plus intime à cette figure historique qui est Alexandre Yersin, qui est celui qui est crédité d'avoir découvert le bacille de la peste. On voit que l'histoire de la médecine s'inscrit dans des histoires beaucoup plus générales. Typiquement là, c'était la colonisation et les politiques entre l'Indochine française et les colonies britanniques. Enfin, on voyait toute l'histoire de la politique autour qui influençait celle de la médecine. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des contributions qui sont faites par des acteurs de l'ombre, souvent des femmes. Et il y avait cet exemple-là d'une médecin missionnaire américaine qui était présente sur le terrain et qu'on ne voit jamais apparaître dans d'autres textes historiques pour sa contribution. Les patients n'avaient pas de voix. En fait, il y avait la voix d'une clinicienne qui était peut-être plus proche, mais on avait juste des petits extraits de choses que les gens autour avaient écrit, mais il n'y avait pas de témoignages de patients. Alors, il y a un contexte historique aussi que peut-être c'était pas forcément des gens qui pouvaient écrire parce que soit ils étaient morts, soit peut-être ils n'étaient pas lettrés tout simplement. So we have Le Malade Imaginaire. Who is our captain for? Great. So we have 2 more students for Molière. Who wants some Camus? Who needs some absurdism? On a lu quelques textes classiques, canadiens, américains, français, japonais, britanniques, qui nous ont donné quelques perspectives diverses à propos du rôle du médecin en tant que scientifique et aussi artiste. La médecine va changer, puis après les charlatans dans la médecine vont encourager d'autres choses dans l'art. On a eu un atelier où on a été dispatchés en groupe. Nous, on est tombé sur Le Malade Imaginaire du coup de Molière. Durant cette œuvre, Molière met de l'avant différentes visions par rapport à la médecine. Et en tant que groupe, on avait cette œuvre-ci, mais les autres groupes avaient d'autres œuvres qui parlaient de la médecine à travers différents angles, de différents auteurs, et en français et en anglais. Donc à travers l'œuvre de Molière, on a pu discuter de thèmes tels que le paternalisme médical et d'autres sujets qui sont liés à notre pratique future. C'est ça, et on a vraiment eu l'occasion en fait d'échanger. Parce qu'on a tous des points de vue différents, il y en a qui voient des choses dans le texte que d'autres n'ont pas vues, et on apporte vraiment des notions qui sont peut-être différentes en France et au Canada, et du coup c'était quand même très intéressant. Ça pose en tout cas cette question générale. Sans les humanités, on ne peut pas très bien comprendre la médecine. Puis sans la médecine, on ne peut pas faire la médecine. En fait, il faut penser notre relation avec la médecine, il faut penser notre relation avec les arts.
Et ça vaut aussi pour les artistes qui vont travailler sur des sujets médicaux. En fait, quelle éthique on a, quelle méthode on adopte, pourquoi on fait ça, comment on le fait. Et ça, c'est des questions assez primordiales sur la façon dont on va développer une démarche, une méthodologie de travail et une rigueur scientifique. Si on les place pas à côté, on les place exactement au même endroit. Et du coup, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Comment ensuite on peut créer quelque chose de nouveau? Et surtout, dans quel but? Et j'ai l'impression qu'on a commencé un peu à toucher ces questions-là. Certains groupes posaient des questions justement sur le pouvoir que peut avoir les médecins face au diagnostic interprétatif des œuvres d'art, avec des questionnements d'ordre éthique, justement, des éthiques disciplinaires. Quand on parle d'art, on pense souvent à la créativité. Et justement, en médecine, il faut un peu faire preuve de créativité, entre guillemets, parce que les patients sont tous différents. Et du coup, on va devoir adapter les prises en charge en fonction du patient. Donc, du coup, c'est un peu ce que l'art nous fait comprendre. Et il y a aussi l'aspect, l'art, comment on peut l'utiliser en santé, en tant que thérapeutique. Justement, la grande question, c'est est-ce que l'art produit par les patients pourrait être le reflet intérieur de ce que les patients ressentent, en fait. Les fleurs du mal, The Flowers of Evil by Charles Baudelaire. Oh, I read about him. He has a really complicated life. Yeah, definitely. Do you want to tell us about it? Baudelaire se définit comme un poète maudit et à travers la lecture d'un artiste, est-ce qu'on peut diagnostiquer quelque chose ou est-ce que ce serait de la surinterprétation? Parce qu'on sait aussi que les textes de Baudelaire sont extrêmement travaillés et que c'est une volonté de sa part d'amplifier le spleen qu'il veut tant communiquer. Est-ce que voir du médical dans ces textes, ce serait de la surinterprétation ou ce serait pertinent? Parce que de manière générale, on peut réduire toutes les œuvres d'art à l'état psychologique intérieur de l'artiste, ce qui semble assez réducteur. Et justement, on est arrivé à la conclusion que on ne pouvait pas arriver à une conclusion par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a aussi cette volonté, cette petite manie de vouloir poser un mot sur tout ce qui peut exister ou non dans le domaine de la psychiatrie. C'est pour ça que, est-ce que ce ne serait pas un petit peu poussé à l'extrême de poser un mot pathologique sur juste un état d'esprit qui, chez Baudelaire, était très, très productif. Le fait de pouvoir dire sa maladie par un média artistique, par un livre ou par un film, et aujourd'hui ça se voit beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui racontent leur histoire mais de façon artistique, et ça se développe de plus en plus, et nous ça nous intéresse beaucoup, les récits artistiques de soi, donc qui peuvent permettre de dire des choses qu'on ne peut pas dire comme ça en face à face avec un médecin, et c'est une médiation pour dire ce qu'on ne peut pas dire autrement. Voilà. En tout cas ça c'est du concret, quoi. En fait, quand le patient raconte une histoire, il devient humain, donc il n'est plus seulement une maladie, mais il a une histoire. Et il devient humain, mais il rend humain aussi le médecin qui écoute l'histoire. C'est-à-dire, au lieu que ça soit une maladie qui rencontre un dictionnaire, vous avez deux personnes humaines qui se parlent et ça va très très vite. De partager sur des lectures, sur des films, sur toutes ces choses-là, ça permet de réfléchir sur soi et sa pathologie, de se positionner par rapport à ça et d'oser dire. Voilà, j'ai attendu d'avoir 60 ans pour oser écrire des choses que j'ai gardées en moi pendant plus de 40 ans, puisque ça fait plus de 40 ans que je vis avec des maladies chroniques. Et ça, je trouve ça fabuleux. Voilà.
Très bien, très bien.